Nous allons passer donc à notre dernier dossier pour cette conférence d'ORR. Il s'agit d'un homme de 55 ans qui arrive aux urgences pour un saignement extériorisé par les deux narines et par la bouche, sans aucune tendance à l'arrêt spontané. Il s'agit donc d'une épistaxis de grande abondance mal tolérée. Pour ma part, l'épistaxis, c'est un dossier donc d'épistaxis, vous l'avez compris. Pour ma part, l'épistaxis, cet item est important à connaître puisqu'il est grand pourvoyeur de nombreuses questions par rapport à l'escalade thérapeutique qu'on peut utiliser dans la prise en charge des épistaxis. Et cette escalade thérapeutique peut correspondre forcément et exactement à une cascade de questions. C'est pour ça qu'il faut connaître parfaitement la prise en charge des épistaxis pour le NC. Première question, quelle est votre conduite à tenir en urgence? Vous allez voir que c'est la question fondamentale de la prise en charge de l'épistaxis. Donc, prenez soin sur cette question, prenez vraiment du temps. Deuxième question, comment apprécier cliniquement l'efficacité de votre traitement? Troisième question, que recherche-t-on à l'interrogatoire? Quatrième question, citez les principales causes d'épistaxis. Cinquième question, en cas d'échec de votre traitement, que proposez-vous? Si votre traitement précédent n'avait pas été non plus efficace, qu'aurait-il fallu alors proposer? Enfin, dernière question, quelle est la place de la cautérisation chimique dans la prise en charge des épistaxis? Alors, première question, quelle est votre conduite à tenir en urgence? Donc, il s'agit vraiment d'une question fondamentale. Il faut parfaitement connaître cette question. Il faut bien ordonner vos réponses. Et il y a tout de suite un mot qui doit sortir, le premier qui doit sortir chez ce genre de patient. On est devant donc un patient qui a une épistaxis de grande abondance et qui est mal tolérée. Donc on veut que vous sortiez, je dis du rouge, parce que c'est vraiment ça saigne, donc c'est du rouge. Hospitalisation, c'est vraiment le terme qu'il faut ressortir en premier dans ce type de dossier sur une épistaxis mal tolérée de l'adulte. En effet, on demande en premier lieu, et là ça sera coté, il faut ne pas oublier, apprécier le retentissement hémodynamique de l'hémorragie par la prise du pouls, de la tension artérielle et de l'état clinique. J'insiste bien sur l'appréciation du retentissement hémodynamique de l'hémorragie, sur ce problème de l'épistaxis grave et abondante. Je redis toujours cet adage sur l'épistaxis pour que vous ayez bien en tête, on meurt encore en 2007 d'épistaxis. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des gens qui font des arrêts cardiaques sur épistaxis. C'est 2 à 3 par an dans beaucoup de services d'ORL. C'est une maladie grave. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien savoir la prendre en charge. On a encore un exemple très récent dans le service où on a une patiente qui est hospitalisée, qui a fait 2 arrêts cardiaques sur une hémorragie très importante du nez. Donc ce n'est pas les petites épistaxis banales. Ça peut être très grave et très embêtant. Donc c'est pour ça que la prise en charge est vraiment lourde et importante à connaître. Il y a des petites mesures associées qui rapporteront toujours des points en urgence, donc ne les oubliez pas. C'est très simple, on vous dira toujours, mettez le patient en position demi-assise, tête penchée en avant. Pourquoi? Alors c'est très simple, il y a toujours, quand vous allez dans les stades de foot ou quand vous allez dans la rue ou à l'école, dans les écoles, toujours les parents ou les adultes ont toujours l'impression que pour arrêter une hémorragie du nez, on se met comme ça, avec le nez en arrière, bien collé comme ça. Bah forcément c'est ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il faut être position demi-assise et tête penchée en avant. Pourquoi? Pour éviter les épistaxis déglutis, d'avaler le sang au fond de la gorge. C'est très important parce que si la personne avale son sang en permanence, forcément, vous savez bien que quand on a plein de sang dans l'estomac, forcément ça donne envie de vomir. Donc des nausées et hop, ça fait vomir plein de sang, ça repousse sur tous les vaisseaux et ça aggrave l'hémorragie. Donc le message, c'est bien sûr toujours en position demi-assise, tête penchée en avant pour éviter ces épistaxis déglutis qui peuvent être aussi très très embêtantes.
Il y a toujours ça aussi, ça sera toujours coté et c'est très important. C'est pas des patients qui sont super énervés et super anxieux à juste titre, hein, légitimement, du fait de saigner beaucoup du nez. Donc, faut vraiment, et ça fait partie du traitement, les calmer, rassurer le patient. Donc, ça, c'est votre rôle. C'est aussi le rôle de l'infirmière. Et puis, ce qui va avec hospitalisation et avec le terme épistaxis abondante mal tolérée, c'est on vous en voudra si vous mettez pas une voie veineuse. Combien de fois on a vu et qu'on arrive aux urgences parce qu'on est appelé par les urgentistes pour prendre en charge ces épistaxis, un patient qui est pas bien du tout, pas de voie veineuse. C'est le premier geste, ça va avec hospitalisation. Hop, tout de suite une voie veineuse, faut avoir un accès direct. Je vous répète, et j'insiste lourdement, je suis un peu lourd, je sais, mais on peut mourir d'épistaxis en France. Ça arrive, même si l'épistaxis c'est une urgence très 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 fréquente, il y en a tous les jours dans tous les hôpitaux de partout, il y a des épistaxis très graves et on peut en mourir, donc n'oubliez pas ce dogme, la mise en place d'une voie veineuse et une hospitalisation pour ces hémorragies qui peuvent être très mal tolérées. Ce qui va avec la pose d'une voie veineuse, c'est bien sûr la perfusion, j'insiste pas, c'était la première partie du traitement. La deuxième partie du traitement, bien sûr, on fait toujours un bilan, avec très important donc l'hémoglobine sur la numération formule sanguine et qui permet de voir, d'essayer d'apprécier aussi, parce que c'est toujours difficile quand vous interrogez les gens pour savoir combien ils ont perdu de sang, eux ils vous disent toujours j'ai perdu 10 litres de sang. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu subjectif, ils sont toujours un petit peu anxieux, donc avoir une hémoglobine de départ surtout c'est très important, puisqu'en cas de mauvaise tolérance, si on refait une hémoglobine quelques heures après, on pourra voir si la personne continue à saigner ou pas. Donc très important l'hémoglobine de départ, et puis un bilan au niveau de la coagulation sont les antécédents, on verra ça tout à l'heure, donc on demande toujours un TP, TCK, éventuellement l'INR, selon les traitements du patient, des plaquettes et un groupe Rhésus et un ionogramme sanguin. Ça reste très classique, mais ça reste obligatoire. C'est parce que c'est classique, il faut pas le marquer. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un moment quand même où, une fois qu'on a fait tout ça, il y a un terme et une notion qui est importante. Il faut bien sûr assurer l'hémostase rapidement, c'est-à-dire le terme juguler l'hémorragie. Donc ça, comment on va le faire? Dans un premier temps, c'est vrai que vous pouvez très bien mettre à ce stade, et ça sera pas mal, ça montrera que vous avez compris, la prise en charge et l'escalade thérapeutique de l'épistaxis. Vous verrez que je vais employer beaucoup le mot escalade thérapeutique. C'est bien sûr toujours au départ la compression bidigitale entre le pouce et l'index. Alors si vous me regardez, c'est comme ça. Pouce et index, ça veut dire que c'est pas comme ça. Ça, c'est pas une compression bidigitale, ça c'est une compression unidigitale. Donc on fait pas ça. On fait vraiment une compression bidigitale entre le pouce et l'index, tête penchée en avant pendant 10 minutes, montre en main. 10 minutes, c'est très très long. Et vous pourrez voir que dans une grande majorité des cas, quand on fait une compression bidigitale entre le pouce et l'index pendant 10 minutes, il y a une grande majorité des épistaxis qui vont se tarir par cette façon. Alors c'est un petit peu anecdotique, mais vous pouvez parfaitement le mettre en départ d'une prise en charge d'une épistaxis. Mais c'est vrai que dans une hémorragie de grande abondance, comme c'est le cas dans ce dossier, la compression bidigitale risque d'être insuffisante, mais c'est quand même pas si mal de la marquer. En fait, ce qui est très important aussi, et ça vous l'avez souvent comme notion, c'est le terme faire moucher le patient. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces patients ont souvent des gros caillots dans le nez, et il ne faut pas hésiter à les faire moucher. Il ne faut pas penser qu'en les faisant moucher, on va avoir au contraire une aggravation extraordinaire de l'hémorragie. Et même au pire, si c'était le cas, on est quand même là pour essayer de faire quelque chose. Mais en fait, le but qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a des caillots dans le nez, vous savez bien qu'il y a une fibrinolyse qui peut se faire au niveau local, et cette fibrinolyse locale, elle va accentuer et faire continuer à pérenniser le saignement. Donc on peut avoir la surprise assez fréquente, même dans les épistaxis de moyenne, voire de grande abondance, chez quelqu'un qui saigne beaucoup, le seul fait de lui faire moucher un grand coup ces énormes caillots dégueulasses, de spontanément, une fois qu'il aura mouché ses caillots, il y a de grandes chances, parfois, que l'hémorragie soit tarie, qu'il n'y ait pas besoin de faire grand chose de plus. Donc ne pas oublier ce geste très important de faire moucher le patient. C'est beaucoup plus efficace de faire moucher le patient plutôt que d'essayer aussi de voir ce qui traîne beaucoup aussi dans les livres et dans vos manuels, de l'utilisation de petits cotons avec de la xylocaïne nafazolinée à mettre dans le nez pour obtenir une anesthésie de contact, essayer que ça vasoconstricte un peu les vaisseaux. Ça, c'est vraiment du pipeau quand c'est quelqu'un qui saigne beaucoup. Quand ça saigne beaucoup, vous avez beau mettre tous les cotons que vous voulez avec un produit sur le coton pour essayer de faire quelque chose, le produit ne pourra jamais avoir le temps d'être en contact avec la muqueuse du fait de l'abondance du saignement et on ne pourra pas avoir d'effet de ce genre de coton. Donc ça sert à rien. Vous pouvez le mettre, mais ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut faire, donc une fois que vous avez fait moucher le patient, que la compression digitale n'a pas été efficace et que la personne saigne, il faut donc assurer l'hémorragie.
Comment? Eh ben, on fait ce qu'on appelle un méchage ou un tamponnement antérieur. Le terme méchage ou tamponnement sont exactement identiques. Vous pouvez les utiliser de la façon identique, mais par contre, l'important, c'est que ça soit antérieur. Et qui dit méchage, il faut que vous employiez systématiquement le mot, quand vous employez méchage tamponnement, vous l'associez toujours à antibiothérapie. Vous allez voir qu'on met des trucs dans le nez, et de mettre des corps étrangers dans le nez, bah forcément ça peut s'infecter. Donc il faut mettre une antibiothérapie pendant la durée du méchage. Donc une antibiothérapie très simple, à type d'amoxicilline ou amoxicilline acide clavulanique. Pendant la durée du méchage, ça sera toujours bien supporté. Et si vous l'oublierez jamais, tamponnement égale antibiothérapie. Enfin, ce qui fait partie du traitement, et on l'oublie souvent, et nous on l'utilise vraiment énormément, on utilise beaucoup de sédatifs ou d'anxiolytiques. C'est des patients qui sont, je vous dis, très très énervés, très angoissés à juste titre par leur perte de sang. Donc on leur prescrit souvent en intraveineux du Tranxène ou du Valium, ou parfois, si c'est un peu moins abondant, on peut leur donner un peu d'anxiolytiques pour essayer de diminuer leur anxiété. Et ça permet aussi parfois d'aider dans la prise en charge et de limiter aussi un peu le caractère du saignement lié à l'énervement et aux embêtements liés à l'hémorragie. Alors, je vous ai schématisé sur cette diapo le méchage antérieur, ce qui va nous permettre de faire une petite pause pour vous expliquer comment se passe exactement ce genre de méchage. En fait, ce qu'il faut comprendre, et on reviendra après sur la diapositive, c'est que en fait, il faut comprendre qu'il y a deux façons de faire un bon méchage antérieur. Alors, je vous ai amené la petite pince, la pince des ORL, qu'on appelle la pince de Politzer. En fait, elle est adaptée à nos gestes un peu sauvages, souvent qu'on fait en ORL, il faut le dire. Quand même, il faut être honnête. Donc, elle est très adaptée à nos gestes. Elle a une forme bien particulière. C'est ça, la pince de Politzer. Et on va l'utiliser pour effectuer ce genre de gestes locaux pour améliorer la symptomatologie des patients qui saignent de façon abondante. Alors, vous avez tout ça dans vos livres et dans vos bouquins, mais vous vous demandez toujours à quoi ça correspond. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous l'amener. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de méchage au niveau du méchage antérieur. Deux possibilités. Soit on va utiliser du matériel non résorbable, c'est celui-là, et ça s'appelle le Mérocel, M-E-R-O-C-E-L. Soit on utilise du matériel résorbable, par exemple celui-là, qui s'appelle du Surgicel, S-U-R-G-I-C-E-L. En fait, ces deux petits matériaux sont différents et ont pour objet, en fait, de arrêter une hémorragie. Donc vous avez bien compris que la principale différence entre les deux, c'est le terme non résorbable. Ça veut dire qu'à un moment, forcément, il faudra l'enlever. Et résorbable, en gros, ça veut dire que ça s'en va tout seul, il n'y a pas besoin d'y toucher. Alors, si je me mets de traviole, là, comme ça, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Bah, si vous regardez mon nez de profil, un peu bêtement, on a toujours l'impression que, vu la forme du nez des gens, on a toujours envie de mettre des choses dans le nez plutôt vers le haut. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en anatomie de la fosse nasale, on a quand même pas mal de choses dans le nez, des cornets, la cloison nasale, un petit peu plus haut, là, on a quand même la lame criblée de l'ethmoïde, au-dessus, on a la méninge, au-dessus, il y a le cerveau. Donc, il faut quand même savoir que vers le haut, il y a quand même, déjà, c'est très très douloureux. Déjà, le geste en lui-même, il n'est pas très sympa. Donc, en fait, c'est déjà très douloureux. Et en plus, il y a plein de structures anatomiques qu'on a tous et qui peuvent être un petit peu dangereuses. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller assez fort pour essayer de mettre des trucs dans le cerveau, mais en théorie, c'est possible. Donc, je vous déconseille, en fait, et c'est ça le message, quand on propose et quand on fait un méchage antérieur, on ne met jamais les choses vers le haut du nez, même si on a envie par rapport à la forme du nez. C'est comme ça. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est que quand on fait un méchage antérieur, par exemple avec ce matériel, c'est qu'on l'enfonce toujours parallèle au penché des fosses nasales et jamais vers le haut. Et vous voyez qu'avec ce matériel, ce Mérocel, en fait, il y a trois tailles habituellement. Ça peut être 4 cm et demi, 8 cm ou 10 cm. Celui-là, c'est la taille standard que je vous ai amenée. C'est 8 cm, c'est en général ce qu'on utilise dans une fosse nasale habituelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chez le patient qui est en train de saigner, alors au départ, c'est assez dur comme pansement. Donc on met un petit peu de produits gras dessus, un peu de pommade pour faciliter la mise en place. C'est pas un geste qui est quand même super sympathique, donc on prévient la personne que ça fait un petit peu mal quand même, on stimule. Et puis en fait, il suffit là, on n'a même pas besoin de notre fameuse pince de Politzer, on prend juste entre le pouce et l'index, je vais pas me le faire parce que c'est quand même pas très très sympathique comme geste, et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pousse dans le sens antéro-postérieur jusqu'au bout dans la fosse nasale.
Et ce produit, en fait, sa particularité, c'est ça qui a révolutionné la prise en charge des épistaxis depuis de nombreuses années. C'est maintenant disponible dans toutes les urgences, pour tout le monde. C'est qu'en fait, au contact, en fait, ce produit très très dur, il va s'expandre dans la fosse nasale comme une éponge, et c'est ça qui va assurer la compression à l'intérieur de la narine. Donc on l'enfonce complètement dans la narine. Le seul petit embêtement de cette chose, c'est que bon, c'est pas super agréable, ça on est d'accord, mais le seul petit embêtement, c'est que c'est du matériel non résorbable, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, il faut l'enlever. Donc quand on le laisse, ça fait pas très très mal, mais ça peut créer un petit traumatisme au niveau des muqueuses de la fosse nasale, ça peut refaire un petit peu saigner, donc faut le savoir quand même, mais si c'est bien fait, bien enfoncé, je vous en dirai un mot tout à l'heure, c'est efficace et le saignement est tari. La deuxième possibilité, c'est l'utilisation de matériel résorbable. Donc vous voyez que c'est une espèce de compresse très friable qui fait aussi environ 10 cm sur 5. Il y a plusieurs tailles, mais c'est la taille habituelle. Et en fait, cette compresse, elle est recouverte d'un petit peu de produit coagulant. Alors là, par contre, on utilise effectivement cette pince de polysère, on prend le bout, et en fait, là encore, on va pas du tout vers le haut du nez pour essayer de mâcher le cerveau. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas de là que ça saigne, on ne pourra rien enfoncer. Et en fait, on va bourrer la fosse nasale, parallèle toujours donc au plancher des fosses nasales, le plus loin possible, et on va bourrer, on va mettre tout le paquet de compresses, on peut mettre un peu plus si c'est une grande fosse nasale, et en fait, au contact du sang, ce tissu résorbable va former un espèce de caillot, de gros bouchon noirâtre, très dur, et c'est ça qui va assurer la compression sur les parois de la muqueuse du nez qui sont en train de saigner. Et c'est comme ça qu'on a quand même de bonnes chances, avec ce système, d'arrêter un saignement. La grosse différence avec le système précédent, c'est qu'avec celui-là, on le laisse en place, il n'y a pas besoin de l'enlever, et il va se déliter tout seul, se détruire en petits filaments tout seul, au bout de plusieurs jours, voire 2 semaines, très progressivement, par petits bouts. Donc vous voyez que déjà, ces deux systèmes sont très efficaces, et il y en a un, celui-là, celui qui est résorbable, on l'utilisera peut-être plus chez les patients qui ont des maladies de la coagulation, une muqueuse très fragile, les gens qui prennent des anticoagulants, de l'aspirine, on privilégiera plutôt la mèche résorbable, puisque comme ça on n'aura pas besoin de l'enlever et pas besoin de refaire un traumatisme. Par contre, chez les gens qui n'ont pas de problème particulier, c'est le premier épisode de saignement, qui n'ont pas de maladie particulière, on peut parfaitement être tenté et mettre donc ce bâton de Mérocel qui reste très largement efficace. Donc vous voyez qu'avec ces deux moyens très simples, vous avez compris ce que c'était qu'un méchage ou un tamponnement antérieur. Et je vous l'ai présenté pour vous réexpliquer si vous n'avez pas encore bien compris. Donc sur cette diapositive, vous voyez donc le bâton mis dans la fosse nasale, ce matériel donc non résorbable, qui est très dur au départ et qui va s'expandre dans la fosse nasale pour assurer une compression à l'intérieur. Alors vous voyez l'exemple chez ce patient, c'est l'exemple d'un urgentiste qui a mis des Mérocel dans le nez de ce patient, sauf que cet urgentiste n'est pas passé à la conf Raphaël et donc a bien mis le Mérocel dans le nez, mais il l'a laissé dépasser d'à peu près les 3/4. Donc on comprend que ce genre de méchage est complètement inefficace puisqu'il a dû le mettre, comme je vous l'ai dit, plutôt vers le haut alors qu'il ne fallait pas le mettre vers le haut. Si vous essayez de mettre des trucs vers le haut, forcément on ne pourra pas les enfoncer, ça sera inefficace, ça sera très douloureux et on aura un patient qui se présentera comme ça avec l'appel de l'urgentiste en disant je n'ai pas été à la conf Raphaël et j'ai un patient qui malgré mon méchage, ça coule toujours, il faut lui faire quelque chose de supplémentaire. La réponse est non, c'est qu'un méchage antérieur bien fait par un ORL ou quelqu'un qui a vu cette conf, c'est qu'on enfonce toujours en antéro-postérieur et complètement en entier ces Mérocel. La deuxième technique, c'est avec le matériel résorbable que je vous ai expliqué, la pince, et vous voyez qu'on va introduire et comprimer toute la fosse nasale avec ce bout de compresse qui va permettre d'éviter au saignement de continuer en arrière et en avant. Donc vous voyez sur ce schéma, cette diapositive, l'explication de la prise en charge d'un patient avec un méchage antérieur. Mais ce n'était pas suffisant pour répondre et d'avoir toutes les réponses à la question 1, puisqu'il ne suffisait pas non plus de faire que assurer l'hémostase. Vous avez vu que c'est des gestes qui sont quand même un petit peu nocifs et un petit peu douloureux. Des antalgiques seront cotés aussi dans cette première question. Par ailleurs, si dans le dossier, au départ, on vous dit que c'est un patient qui est hypertendu, qui a 22 de tension à l'arrivée aux urgences, il faudra mettre antihypertenseurs si besoin. Ne les oubliez pas. Tout ça, c'est les traitements en plus qu'on peut vous demander selon l'énoncé. Pareil pour les anticoagulants. Ne mettez pas systématiquement, parce que le patient saigne, parce qu'il est sous anticoagulant, ne mettez pas en vrac comme ça, arrêt des anticoagulants. Soyez un peu moins précis et mettez arrêt éventuel des anticoagulants selon le taux d'INR.
taux d'INR que vous aurez demandé dans la prise de sang initiale. Donc là, c'est la prise en charge de quelqu'un qui a des anticoagulants et qui saigne. Donc c'est très important, l'arrêt. Mettez que vous avez compris qu'il faudra faire quelque chose sous les anticoagulants, mais ça va dépendre de sa maladie et du taux d'INR. Et puis alors aussi, ça sera un 0 à toute la question, donc c'est dommage si vous avez pour l'instant répondu quasiment à bon à tout. Ça serait dommage d'oublier la surveillance de ces patients, quelqu'un qui a une épistaxis qui est importante, que vous avez parfois peut-être du mal à tarir, et ben il faut de toute façon la surveiller. On surveille le saignement et la tension artérielle. Donc ça c'est un 0 à la question s'il n'y a pas marqué la surveillance d'un patient qui a une épistaxis très embêtante et très abondante. Voilà ce qu'il fallait répondre à cette question sur la prise en charge globale en urgence de quelqu'un qui a une grosse épistaxis. Et là, il y a une question aussi qui est très simple et qui peut vous amener des points, et qui est la réponse est évidente, c'est comment apprécier cliniquement l'efficacité de votre traitement. Ben là, je veux que la réponse soit immédiate, et c'est quoi? C'est bien sûr un examen de la cavité buccale à la baisse-langue. Pourquoi? Pour bien sûr vérifier l'absence d'épistaxis postérieure. Ça paraît évident, c'est-à-dire que quand vous avez méché quelqu'un selon les deux moyens que je vous ai montrés tout à l'heure, forcément vous allez vous apercevoir tout de suite si vous êtes efficace en antérieur. Une fois que vous avez bien bourré les fosses nasales, si ça saigne plus en avant, ok, c'est quasiment obligatoire, mais il ne faut pas oublier de regarder en arrière, parce que vous pouvez parfaitement avoir bien méché en avant votre patient, et puis il peut persister un écoulement postérieur. Et comment éliminer cette épistaxis postérieure, un petit filet de sang qui peut couler en arrière, il faut mettre examen de la cavité buccale à la baisse-langue afin de vérifier l'absence d'épistaxis postérieure. C'est comme ça qu'on sait que l'épistaxis est tarie et que vous avez bien traité votre patient. Alors, que recherche-t-on à l'interrogatoire chez ces patients donc, qui ont des épistaxis abondantes? Là encore, ça reste très classique. Et ce qu'il faut rechercher à l'interrogatoire, c'est les facteurs de risque pour les épistaxis, et notamment une prise médicamenteuse. Ça paraît évident, interrogez vos patients, et vous verrez qu'une grande majorité des petits papis qui viennent en consultation ou aux urgences pour une épistaxis, vous savez souvent qu'ils sont sous anticoagulants. Forcément, quand on a des anticoagulants, on a un risque supplémentaire de saigner. De la même façon, et de plus en plus, les patients sont un peu pour n'importe quoi, sous antiagrégants plaquettaires, que ça soit sous Plavix ou sous aspirine, sous Cardégique. Là encore, c'est des médicaments qui risquent de faire saigner, et il y a plus de malchance de faire des épistaxis. Donc il faut interroger vos patients. Aussi, une notion importante, c'est la tension artérielle. Là encore, la prise de la tension artérielle aux urgences est très importante. Savoir si les patients prennent un traitement antihypertenseur, c'est très important. Est-ce qu'ils l'ont bien pris le jour où ils viennent avec leur épistaxis? Je vous accorde qu'il est très difficile de savoir, quand les personnes ont une hypertension, si c'est l'hypertension en elle-même qui a déclenché le saignement de nez, ou si c'est parce que les gens saignent abondamment du nez, ça les stresse obligatoirement et ils augmentent leur tension. Bon, toujours est-il que s'ils ont la tension élevée, il faudra forcément le savoir déjà, et puis il faudra forcément essayer de la baisser, parce que vous aurez beau faire tous les méchages, tous les tamponnements que vous voulez, si la personne a 25 de tension, ça saignera toujours. Donc la prise en charge de la tension, c'est un élément très important dans l'interrogatoire et dans la recherche d'une cause d'épistaxis. Et enfin, toujours à l'interrogatoire, mais ça souvent ils vous le disent, c'est tous les problèmes de maladie de la coagulation avec les hémophiles, la maladie de vibrante et une maladie un peu plus particulière en ORL, c'est pour ça qu'elle est cotée un petit peu plus, c'est la maladie de rendu ossellaire. Ce sont des micro-angiomes qu'on peut avoir sur toutes les muqueuses digestives et également au niveau des muqueuses des fosses nasales. Et en fait, c'est des micro-angiomes, petites taches mauves qu'on peut avoir dans les fosses nasales et qui peut avoir tendance à saigner. Alors ça, c'est très très embêtant comme maladie parce que c'est des épistaxis très très récidivantes. Je peux vous dire, même si c'est pas une maladie très très fréquente, elle est connue par les ORL, puisque souvent, quand vous avez un patient que vous suivez pour une maladie de rendu ossellaire, je peux dire que vous allez le connaître pendant longtemps, et en fait, il revient toujours au même endroit, donc c'est souvent dans une région, en fait. Donc moi, dans la région des Yvelines, on sait qu'il y a 2-3 patients qui ont une maladie de rendu ossellaire, puis régulièrement, ils font les services d'ORL parce qu'ils viennent pour des hémorragies très très importantes. Alors ils ont vraiment l'habitude de tous les traitements, l'escalade thérapeutique qu'on peut leur faire, donc ils sont habitués, mais ça peut être très 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 embêtant et très invalidant comme maladie, parce que c'est des épistaxis très abondantes et très 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 récidivantes liées à ces micro-angiomes dans la muqueuse. Alors, ce qui va un petit peu avec, c'était la quatrième question, mais elle est assez simple, et là encore, faut pas trop se traumatiser l'esprit avec ça. C'est quelles sont les principales causes d'épistaxis?
Bon, il faut décliner. Vous n'oublierez pas les causes traumatiques, avec notamment la fracture du nez, les fractures du tiers médian de la face, les traumatismes de la face. La petite particularité des épistaxis traumatiques, c'est que le plus souvent, elles se tarissent d'elles-mêmes spontanément. Mais bon, c'est quand même une cause très classique d'épistaxis. Vous avez aussi, à ne pas oublier, les causes tumorales et les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, au niveau des fosses nasales et des sinus, peut tout à fait donner des épistaxis. Il y a la classique tumeur vasculaire de l'angiofibrome nasopharyngé. Et puis, il y a aussi toutes les tumeurs, notamment l'adénocarcinome de l'ethmoïde. Ça peut faire un dossier complet, là encore, sur un cancer de la fosse nasale, un cancer de l'ethmoïde. Alors là, je peux vous faire le dossier très très classique. C'est le patient qui sera ébéniste, un travailleur sur bois. Donc, vous savez que c'est un facteur de risque de faire un cancer de l'ethmoïde, un cancer du sinus. Et il va venir parce que dans l'énoncé, on vous dira qu'il est travailleur sur bois, il est ébéniste, il va saigner. Donc, on vous demandera la prise en charge, comme on l'a vu, de l'épistaxis. Et puis, on demandera qu'est-ce qu'il faut rechercher plus particulièrement à distance de l'épisode aigu. Ça sera le cancer du sinus ethmoïdal avec sa prise en charge, les examens complémentaires et le traitement du cancer. Donc, vous voyez qu'on peut faire très facilement un dossier sur un adénocarcinome de l'ethmoïde dans le cadre d'une épistaxis dans un long dossier transversal. Donc, connaissez cette étiologie. Une étiologie aussi très très fréquente, c'est les causes infectieuses. Un simple rhume, une simple sinusite par inflammation de la muqueuse des fosses nasales, le fait de se moucher fréquemment, que la muqueuse, les petits vaisseaux sont très fragiles et peuvent avoir tendance à saigner. Donc les causes infectieuses, ça peut donner des épistaxis. L'hypertension artérielle, on l'a vu. Donc là aussi, est-ce que c'est elle qui donne l'épistaxis ou la conséquence? Toujours est-il que c'est un facteur à rechercher et une cause d'épistaxis. Les maladies de la coagulation, on l'a vu. Donc c'est les étiologies classiques, très classiques les épistaxis. Et également les causes iatrogènes, qu'elles soient médicamenteuses, on l'a vu avec les anticoagulants et l'aspirine, et aussi toutes les causes post-opératoires. Donc ça, c'est très classique. Les gens qui ont été opérés du nez, forcément, ils ont plus de malchance d'avoir des hémorragies, des saignements après leur intervention. Souvent, ils le savent, donc ça nous permet de faire le diagnostic. Une fois que toutes ces causes sont éliminées, et je répète, c'est important, c'est pour ça qu'il est coté, c'est un diagnostic d'élimination. Quand on ne retrouve pas la cause de l'épistaxis, on l'appelle ça l'épistaxis de cause essentielle ou idiopathique. C'est la cause en fait la plus souvent retrouvée, c'est-à-dire que le plus souvent les gens y viennent parce qu'ils saignent abondamment du nez et on ne retrouve aucune cause. Donc c'est un diagnostic d'élimination, mais c'est le plus fréquent, c'est très fréquent. Donc retenez cette notion et retenez ces termes. Alors on continue dans l'escalade thérapeutique. On a fait donc la compression bidigitale. Bon, on en a parlé, même si on l'a pas fait vraiment, mais il faut la connaître. C'est premier étage, première échelle. Un peu plus haut, on a vu le tamponnement ou le méchage antérieur. C'est inefficace chez ce patient. Que proposez-vous? C'est très simple. Il faut répondre méchage ou tamponnement postérieur, mais au même niveau, c'est l'utilisation de la sonde à double ballonnet. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très important à connaître à ce stade de la prise en charge de l'épistaxis. Il y a une erreur qui est très souvent faite par les étudiants par rapport à l'énoncé, où ils posent le dogme faux de dire que si dans l'énoncé, la personne se plaint d'épistaxis antérieure et postérieure, il faut forcément faire un méchage antérieur et un méchage postérieur. La réponse, bien sûr, c'est non, c'est faux. C'est pas parce qu'on a une épistaxis postérieure dans l'énoncé qu'il faudra faire forcément un méchage postérieur. Non, le méchage ou le tamponnement postérieur ou l'utilisation de sondes à double ballonnet, ça on va le proposer en cas d'échec d'un méchage antérieur. Et je vous répète qu'on relativise ce geste de méchage ou tamponnement postérieur, puisque je vous répète qu'un méchage antérieur bien fait, et éventuellement par un ORL, le plus souvent est largement efficace et stoppe l'hémorragie. Il y a quelques cas qui sont relativement rares par an dans les services, où malgré une méchage antérieure ou un tamponnement antérieur bien fait, la personne va saigner encore, et à ce moment-là, on passe au stade supplémentaire, qui est donc ce méchage ou tamponnement postérieur, qu'on fait maintenant de plus en plus avec une sonde à double ballonnet. Qu'est-ce que c'est qu'une sonde à double ballonnet? Je vous ai mis la petite diapositive de la personne avec sa sonde à double ballonnet dans le nez. Vous comprenez que c'est un geste encore très agréable, où en fait on met une espèce de sonde, on va dire, pour que vous ayez cette notion schématique pour vous en rappeler. C'est un peu comme une sonde urinaire. Bon, ça peut paraître bizarre de mettre une sonde urinaire dans le nez. En tout cas, c'est le même mécanisme. Donc, pour vous en souvenir, c'est quand même pas si mal. C'est une sonde, en fait, qui est semi-rigide, donc qui est très facile à poser.
En fait, le geste est très simple. On pousse cette sonde, on la met dans la narine, et en fait, il y a deux ballonnets qui vont se gonfler. Donc, on gonfle d'abord, on pousse la sonde le plus loin possible au contact du rhinopharynx. Comme une sonde urinaire, on va gonfler le premier ballonnet. On va tirer sur la sonde, comme ça, le ballonnet va se coincer en arrière du nez et va arrêter le saignement postérieur. Et puis après, on gonfle le deuxième ballonnet qui est un peu plus antérieur et qui, lui, va se positionner dans la partie antérieure du nez. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une sonde à double ballonnet. Et c'est pour ça que le ballonnet, il y a un ballonnet qui sera postérieur et un ballonnet qui sera antérieur. Donc ça fait office d'un méchage postérieur ou antérieur. Ce qu'on fait aussi quand on n'a pas à disposition ces sondes à double ballonnet, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la différence du mérocell que je vous avais montré pour les méchages et les tamponnements antérieurs, ces sondes à double ballonnet restent globalement très très chères et ne sont peut-être pas toutes disponibles dans les services des urgences, même dans les services d'ORL. Pour cette raison que quand on est amené à faire autre chose dans l'échelon supérieur d'un méchage antérieur, donc passer à quelque chose de postérieur, on peut être amené à faire, si on n'a pas de sonde à double ballonnet, ce qu'on appelle un vrai méchage postérieur. Il s'agit d'un geste hautement sauvage, qu'on devrait faire sous anesthésie générale, mais compte tenu du terrain, c'est souvent des patients fragiles, vieux, polyvasculaires, donc les anesthésistes ont un petit peu veulent pas trop les endormir, on a du mal à trouver une place au bloc opératoire dans l'urgence, ils sont pas forcément à jeun, donc vous voyez les problèmes que ça peut poser. Donc souvent on fait ce geste sans aucune anesthésie, c'est un geste très agréable. Pour l'exemple, je vous ai amené ce que c'était. C'est un espèce de gros paquet de compresses qu'on confectionne avant de faire le méchage. Habituellement, on utilise des mèches grasses, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, je n'ai pas mis de gras pour pas m'en mettre plein les doigts. En fait, c'est un gros paquet de compresses et avec lequel on a noué 3 fils. Donc, je pense que vous voyez ces 3 fils et c'est très important que ces fils soient au nombre de 3. C'est un geste assez sauvage. On prend 2 sondes qu'on met dans le nez du patient. On fait ressortir les sondes par la bouche. Donc, vous voyez que c'est très agréable chez un patient qui est en train de saigner de façon abondante. On prend 2 des 3 fils qu'on va nouer sur les sondes qui sortent de la bouche et du nez. On va tirer sur les 2 sondes qui sont dans le nez et avec le doigt, on va pousser en tirant, on va pousser et plaquer ce gros paquet de compresses en arrière du voile du palais et de la luette pour le bloquer dans la coane pour arrêter l'épistaxis postérieure. Et on n'aura pas oublié le dernier fil, le 3e, qu'on va coller tout de suite sur la joue et qui sort par la bouche, qui va permettre, au bout de 2 jours, c'est des méchages qu'on laisse 2 jours en place, comme ça, au bout de 2 jours, on pourra tirer sur ce fil pour pouvoir détacher et enlever le méchage postérieur. Si vous avez oublié le 3e fil, c'est impossible d'enlever le méchage postérieur, on sera très très embêté. Donc vous voyez que c'est un geste très lourd, pas très sympathique pour le patient, mais qu'on peut être amené à faire encore de temps en temps quand on n'a pas à disposition de sonde à double ballonnet. Ça s'appelle un méchage postérieur avec mise en place d'un gros paquet de compresses en arrière de la luette et du voile du palais pour coincer en arrière de la coane le sang qui coule en arrière. Et en plus, on associe toujours à ce méchage postérieur, à nouveau, un méchage antérieur. Donc vous voyez que c'est assez lourd et c'est pas très sympathique pour nos patients, mais ça peut rester efficace. C'est pour cette raison que quand vous employez le terme méchage ou tamponnement postérieur ou de sonde à double ballonnet, comme c'est des gestes que vous aurez compris maintenant qui sont pas très sympathiques, vous oublierez ainsi jamais les antalgiques qui sont obligatoires parce que très douloureux et pas très agréables. Ça se fait toujours au cours d'une hospitalisation parce que vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça à domicile avec ce genre de matériel. En plus avec souvent pas très bien supporté et on donne toujours des antibiotiques parce que c'est des corps étrangers. Et la notion qu'il faut avoir aussi toujours dans la tête, qui traîne partout, c'est que théoriquement, il faut dégonfler les ballonnets toutes les 6 heures pour éviter une nécrose au niveau des muqueuses des fosses nasales. Donc voilà ce qu'on fait quand un méchage antérieur n'a pas été suffisant, on passe à l'échelon supplémentaire. Si votre traitement précédent n'avait pas été non plus efficace, qu'aurait-il fallu alors proposer? Là encore, on passe à nouveau à l'échelon supérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment l'escalade des questions et des traitements. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand le méchage postérieur ou la sonde double ballonnet n'a pas été efficace, et bien là on passe à un autre traitement. Donc c'est pas les ORL, ça s'appelle l'embolisation des branches, mais de quoi? De la carotide externe. Donc ça c'est important ce terme. Donc ça se fait dans les services de neuroradiologie interventionnelle par des neuroradiologues. Ça se fait de façon très très simple. Ça se fait sous anesthésie locale, par ponction au niveau de l'artère fémorale, donc par les radiologues, sous contrôle artériographique. En fait, ils vont monter un cathéter au niveau des branches de la carotide externe. Ils vont essayer de visualiser une des branches terminales. Donc, je ne vous fais pas l'injure
de vous faire toute la vascularisation des fosses nasales, mais sachez quand même que la vascularisation des fosses nasales est basée sur deux territoires, celui de la carotide externe et celui de la carotide interne. Je vais y revenir dans un instant. Il faut comprendre que ce qu'on peut emboliser, c'est forcément et obligatoirement que les branches de la carotide externe. Alors, s'il vous plaît, n'embolisez pas sur un dossier pour le NC, n'embolisez pas les branches de la carotide interne, ça sera très très grave et très très embêtant pour vous, pour le patient aussi, mais pour vous aussi, puisque on ne peut pas emboliser les branches de la carotide interne, ça entraîne des problèmes neurologiques, des cécités, enfin c'est très compliqué, donc il faut répondre. Si vous ne savez pas, au niveau des artères, répondez que les branches de la carotide externe et ne répondez pas ce qui peut être coté à pas et éventuellement dans les branches plus spécifiques qui vont vasculariser les fosses nasales dans le territoire de la carotide externe et qu'on peut emboliser et qui sont en cause dans les épistaxis. C'est une des branches terminales de la carotide externe, qui est donc la maxillaire interne, et qui va donner l'artère sphénopalatine. Donc celle-là, vous la connaissez tout le temps, en général. Donc c'est une très bonne artère qui donne beaucoup d'épistaxis. Donc on embolise la maxillaire interne et la sphénopalatine parce que c'est une des branches de la maxillaire interne. Et ils en profitent souvent, nos collègues neuroradiologues, pour emboliser également l'artère faciale. Et le plus souvent, ils le font des deux côtés, de façon bilatérale, pour pas être embêtés. Donc vraiment, jamais les territoires de la carotide interne. Ne répondez jamais, quand vous ne savez pas, les branches ethmoïdales, parce que ça, vous avez toujours ça comme notion d'artère qui donne des saignements. C'est l'ethmoïdale antérieure et postérieure. Il faut comprendre que ces artères ethmoïdales antérieures et postérieures, ce sont des branches de la carotide interne. Donc on ne pourra pas emboliser les branches de la carotide interne. Donc on ne répondez pas embolisation des ethmoïdales antérieures et postérieures, parce que ça voudrait dire que vous avez embolisé les branches de la carotide interne. C'est une grosse erreur. Donc retenez vraiment carotide externe. C'est ce qui est schématisé sur cette diapositive. Voilà la carotide externe avec les branches avant embolisation et puis après embolisation. Donc vous voyez que quand on fait une embolisation, on envoie soit des petites billes de latex pour arrêter les vaisseaux qui saignent, ou soit des produits sclérosants pour arrêter le saignement. Vous voyez qu'après embolisation, la vasculation ne se fait plus dans la fosse nasale et ça arrête le saignement. Donc c'est un très bon moyen, mais vraiment très très haut de l'échelle dans les épistaxis qui n'ont pas pu être contrôlés par les différentes étapes qu'on a vues. Enfin, un dernier mot sur alors autre chose, mais qui reste aussi toujours un peu mystérieux pour vous. Dans la prise en charge des épistaxis, souvent on répond à des questions cautérisation. En fait, moi je vous demande, et je vous ai demandé, quelle est la place de la cautérisation chimique dans la prise en charge des épistaxis. Ça a l'air très compliqué comme ça. En fait, non, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on réserve la cautérisation chimique aux épistaxis de petite abondance récidivante de l'enfant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les enfants, en consultation, les parents nous amènent leur enfant, donc pas du tout dans le caractère de l'urgence, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans le début du dossier, parce que leur enfant saigne souvent sans raison à la maison, en faisant rien, sur la nuit, il y a une grosse tache de sang, et ça c'est très fréquent. C'est des épistaxis de petite abondance, pas très gênantes, mais très récidivantes. Et en fait, elle est liée à ce qu'on appelle une hyperémie de la tache vasculaire. La tache vasculaire, c'est une toute petite zone qui est située à la partie antérieure de la fosse nasale, de chaque côté, avec des petits vaisseaux qu'on voit à l'œil nu. Et c'est une zone qui est très fragile chez les enfants pour des raisons hormonales, pubertaires. Puis ils peuvent avoir tendance à la gratter un peu trop, de façon un peu trop intempestive. Et donc, elle saigne très fréquemment à ce niveau-là. Donc, il suffit, sous anesthésie locale, c'est très bien supporté pour une fois, un geste d'ORL bien supporté. On fait une petite anesthésie locale de contact et avec du nitrate d'argent, souvent, on va tapoter pendant quelques secondes sous contrôle de la vue qu'on voit, ça va les brûler sous contrôle de la vue, on tapote pendant quelques secondes, ça brûle les vaisseaux et ça permet d'éviter les récidives d'épistaxis. Ça s'appelle une cautérisation de la tache vasculaire. C'est un geste très très simple et vous voyez qu'il n'est pas du tout dans le caractère de l'urgence. Alors très rarement, alors c'est anecdotique, en urgence, on peut proposer ce genre de traitement chez l'adulte, mais c'est vraiment dans les cas très rares où on voit au cours de l'épistaxis une petite artériole qui saigne très antérieure. Ça peut arriver, c'est exceptionnel. C'est dans ce cas-là où on peut également faire une cautérisation chimique au nitrate d'argent, mais c'est surtout chez l'enfant et sans urgence qu'on propose les cautérisations. Alors, ce qu'il faut retenir sur les épistaxis, donc je vous répète, on a passé un petit peu de temps, peut-être un peu plus de temps que sur les autres dossiers sur l'épistaxis, mais parce qu'à mon sens, c'est un item qui est très important parce qu'il peut être pourvoyeur, vous avez vu, de beaucoup de questions grâce à l'escalade thérapeutique.
Et il y a des choses très simples qu'il faut retenir pour pas se tromper. C'est bien sûr apprécier le retentissement hémodynamique de l'épistaxis. Je le répète, on meurt d'épistaxis en France, encore en 2007. Vous aurez deux types de dossiers. Soit ça sera un sujet jeune et progressivement il aura une tumeur vasculaire de l'enfant, du jeune garçon de 15 ans, l'angiofibrome nasopharyngé. Ça soit comme le sujet que je vous ai présenté, un sujet âgé avec des gros problèmes cardiovasculaires sous anticoagulants. Donc vous voyez que ça peut faire partie d'un très long dossier transversal. Ça débutera par un dossier de cardiologie ou patient qui a fait un infarctus. On vous demandera de prendre en charge, ça j'y connais rien, mais c'est la cardiologie. Et puis à la fin du dossier, il aura la complication des anticoagulants avec une épistaxis et avec toute la prise en charge qu'on a vue. Donc vous voyez que ça peut très bien s'intégrer dans un long dossier transversal avec de la pneumo ou éventuellement de la cardio ou de la gériatrie aussi pour un petit vieux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, alors j'y reviens, mais il faut connaître, mais alors par cœur l'escalade thérapeutique, très simple, on a vu toutes les étapes, compression bidigitale entre le pouce et l'index, méchage ou tamponnement antérieur, méchage ou tamponnement postérieur ou sonde à double ballonnet, c'est au même niveau. Et enfin, les embolisations de quoi? De la carotide externe. On est d'accord. Et enfin, toujours dans ce qu'il faut retenir, dans les petites mesures associées qu'on vous demandera en plus et qui rapporteront des points, c'est les petites choses très simples, tête penchée en avant, faire moucher, au calme, les sédatifs, les anxiolytiques, les antihypertenseurs, rassurer le patient, le mettre dans une atmosphère froide. Bon, ça traîne un peu partout. J'avoue que c'est pas très clair dans mon esprit non plus. En gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut pas mettre les gens la tête sur le radiateur. Le froid, c'est quand même mieux quand on saigne plutôt que le chaud. Arrêt éventuel des anticoagulants. Là, on l'a vu, selon les pathologies. Pareil pour les antiagrégants. La nécessité d'une hospitalisation, notamment dans les épistaxis de grande abondance chez les patients fragiles, avec l'hémoglobine dans la surveillance, mais la surveillance du saignement est impératif dans toutes les questions sur les épistaxis, puisque, je vous répète, on peut mourir d'épistaxis. Connaissez les principales étiologies qu'on a déclinées tout à l'heure par rapport aux épistaxis, en retenant que la principale, c'est celle qu'on ne retrouve pas de cause, qui est un diagnostic d'élimination, qu'on appelle l'épistaxis idiopathique ou essentielle. Voilà, j'espère que ce long dossier sur les épistaxis, bien qu'un peu long, mais assez bien, je vous ai bien expliqué les règles de prise en charge de l'épistaxis, et ça vous permettra de répondre, je pense, à tous ces dossiers sur la prise en charge de l'épistaxis.